Je m'inspire notamment de cet ouvrage, les Yoga Sutras de Patanjali, que je vous recommande, c'est très bien, ça va à l'essentiel. Tous ceux qui pratiquent le yoga, je pense que vous l'étudiez, le yoga, et c'est vraiment, vraiment très bien. D'ailleurs, je commencerai par une citation sur le yoga. Je commence par le yoga, je parlerai un peu du tantra, des chakras et en général du développement personnel. Ça sera un pont avec l'Occident. Donc une petite phrase de Patanjali dans Yoga Sutra. Le yoga est l'arrêt de l'activité automatique du mental, tout simplement. Ça reférait à Jean-Claude, mais il va venir. Voilà, l'arrêt automatique du mental, oui. Nous sommes trop dans le mental en général, nous les occidentaux surtout, mais les êtres humains en général. Il faut bloquer le mental. Là, ça ne veut pas dire qu'on ne pense à rien. Évidemment, quand on médite, on pense toujours, mais on n'est plus dans le mental, on est dans une pensée libre, on va se concentrer au début sur des parties du corps, par exemple, pour ne plus penser à ce qu'on va manger à midi, etc. Penser à ce qu'on a fait hier ou ce qu'on va faire demain. Vivre dans l'instant présent. Finalement, la sagesse orientale, et le yoga notamment, c'est un enseignement qui nous permet de vivre dans l'instant présent, comme le demandait d'ailleurs Épicure, hein, puisqu'on peut faire d'emblée des ponts avec la pensée grecque, de nouveau. Le fameux hic et nunc, ici et maintenant, et carpe diem. Par exemple, un exemple, on était déjà dans les discussions du voyage, et là on était très peu dans le yoga, très peu indiens. Les Indiens disaient, ne vous inquiétez pas, on verra bien plus tard, au moment où ça se décidera. Vivez dans l'instant présent, admirez le paysage, le soleil, concentrez-vous sur la conférence maintenant, bon, voilà, etc. Vivre, apprendre à vivre dans l'instant présent. On a vraiment du mal, nous les occidentaux. Le yoga, c'est une manière qui passe par le physique, puisque, comme l'a très bien rappelé Yves hier, il y a deux grandes écoles, il y en a plus, hein, mais deux grandes écoles principales, on va dire, dans la pensée indienne. Les Vedanta, qui sont idéalistes, le monde est illusion, et la Samkhya. Le yoga s'inscrit dans la Samkhya. Patanjali est dans la Samkhya, c'est-à-dire c'est du réalisme. On passe par le corps. Le yoga, c'est très réaliste, on passe par une gymnastique d'abord. On passe par le corps pour arriver à l'âme et à l'esprit. Alors que dans d'autres disciplines spirituelles, on va tout de suite être dans l'esprit, puis on va souvent oublier le corps, il faut bien le dire. C'est pour la tradition occidentale, les grandes abstractions. Les Indiens ont une vision très saine, il me semble, de la philosophie, c'est de la philosophie pratique. Leur philosophie doit être pratiquée, sinon ça n'a pas trop de sens. On ne va pas faire danser des grandes idées. Il y a des textes très métaphysiques, hein. Mais en tout cas, dans la philosophie du yoga, il faut la pratiquer. Ce petit livre, c'est un livre de pratique. On peut le lire comme ça intellectuellement, mais il vaut mieux le lire et pratiquer pendant qu'on fait la pratique, ou après ou juste avant. Je rappelle que le yoga signifie d'ailleurs l'union, donc c'est l'union entre l'esprit et le corps, comment arriver à cette union entre l'esprit et le corps. Pour résumer quand même un tout petit peu ce livre, ça ne vous fera pas l'économie de la lecture parce qu'il n'est pas très long et il faut le lire, ça vaut le coup. Il y a trois parties. La première partie, le premier chapitre du Yoga Sutra s'appelle le Samadhi, pas le samedi, hein, le Samadhi Pada. Ça nous explique en quoi consiste cet état d'éveil déconditionné et en même temps ça nous montre les moyens d'y parvenir. On recherche le déconditionnement. Nous sommes conditionnés par la naissance, par la société, par notre éducation, etc. Il faut se libérer de tous ces conditionnements. Donc c'est la première étape du yoga, c'est de nous aider à nous libérer de nos conditionnements, de nos fausses identifications à l'ego, etc. Ensuite, deuxième chapitre, c'est le Sadhana Pada. Sadhana Pada, c'est la stratégie, il évoque donc la stratégie à mettre en œuvre pour créer les conditions favorables à ce processus de transformation intérieure. Tout simplement, c'est la stratégie, les moyens en quelque sorte. Le troisième chapitre, qui s'appelle le Vibhuti Pada, Pada donc c'est la voie, décrit l'état de bonheur et les manifestations d'énergie qui découlent de la délivrance de la dualité sujet-objet. Nous sommes prisonniers de cette dualité sujet-objet. Et il y a un quatrième chapitre qui, en fait, n'en est pas vraiment un, puisque c'est le résumé général de l'ouvrage. Ça s'appelle le Kaivalya Pada. Il reprend les thèmes déjà exposés pour les approfondir. Parce que dans la pensée indienne, c'est une pensée cyclique, je le rappelle, hein, on a vu ça hier, on n'a pas le fonctionnement cartésien, partir du plus simple au plus compliqué, comme dans le discours de la méthode. On n'est pas linéaire, on revient en arrière. C'est en randonnion en quelque sorte, comme dans les grands livres asiatiques qui sont compliqués pour nous parce que c'est pas la logique occidentale. Il n'y a pas un début et une fin. On revient en arrière, c'est comme des oignons, voilà. Quand vous épluchez des oignons, ça c'est en spirale un petit peu. Voilà. Je passe au tantra. Bon,
Le yoga, encore une fois, j'en ai assez parlé, il vaut mieux le pratiquer que d'en parler. Vous allez me dire, c'est pareil pour le tantra, c'est pareil pour toutes les disciplines de l'Inde. Tantra, c'est un mot sanskrit qui signifie deux choses, à la fois le tissage, mais il désigne aussi donc l'art du tissage, une belle métaphore, mais il désigne aussi les ouvrages dans lesquels sont exposées les théories du yoga, de la Kundalini. Nouveau terme, Kundalini, c'est l'énergie vitale, sexuelle, souvent c'est les deux, vitale et sexuelle, qui est représentée par un serpent lové autour de la colonne vertébrale. C'est le serpent de l'énergie, la Kundalini. Voilà. La Kundalini, voilà. C'est le yoga de la Kundalini. Excuse-moi, tu as dit avant, tantra, c'est l'art de tisser. Ah, d'accord. Tisser, le tissage. D'ailleurs, le tissage ressemble. Le tissage, d'ailleurs, c'est deux serpents, en quelque sorte, qui s'interpénètrent. Hein, c'est deux fils qui sont mêlés. C'est lié. Parce que là, je parle à la fois du tantra, des chakras, parce qu'on ne peut pas les séparer. Tantra, chakra et Kundalini. C'est trois notions qui sont intimement liées. Vous avez un très bon livre d'initiation au yoga de la Kundalini. C'est le livre de Jung, dont j'avais parlé l'année dernière d'ailleurs, en novembre. J'avais parlé de Jung, du yoga de la Kundalini. C'est un yoga pour permettre la purification des chakras, qui sont des centres d'énergie, les fameux chakras. Il y en a 7. Alors, oui, j'ai pas pris les mots indiens, on fait assez de sanskrit en ce moment, mais donc je vous ai donné les localisations à l'occidental avec des organes. C'est pas 100% précis, hein, différentes écoles, on va pas couper les cheveux en quatre, mais certains diront non, c'est peut-être pas cet organe-là, c'est à côté. Enfin, en gros, voilà ces chakras, les 7. Je pars des chakras inférieurs, c'est-à-dire du bas du corps, aux chakras supérieurs. Il y en a 7. Le premier, le plus basique si on peut dire, lié à l'alimentation, c'est le chakra du coccyx. Bon, certains disent l'anus, mais le coccyx pourrait être plus... Voilà. Bon. En tout cas, voilà, ce chakra-là. Ensuite, le chakra du sexe, deuxième chakra, reproduction, etc., toutes les fonctions liées à la sexualité. Troisième chakra, le plexus solaire. Donc c'est ce que les Japonais appellent le hara, c'est un centre d'émotion, c'est un chakra plutôt émotionnel. Les deux premiers sont des chakras biologiques liés à la reproduction, à la volupté aussi. Donc chakra du plexus solaire, c'est plutôt l'émotion. Hein, quand on n'est pas bien, on a mal au ventre, hein, ça fait la peur au ventre, comme on dit. C'est le chakra de la peur aussi. Et c'est aussi une énergie extraordinaire. Quatrième chakra, on remonte, c'est au niveau des poumons du cœur. Voilà, ici, voilà, plus précisément le sternum, d'ailleurs, oui, au-dessus, plus précisément, effectivement. Donc chakra aussi lié à l'émotion, mais un peu plus supérieur, des émotions supérieures, par rapport aux émotions de l'estomac, du plexus solaire. Ensuite, vous avez le chakra de la thyroïde, ou de la gorge, c'est un organe très important, voilà, qui est aussi lié quand même à l'émotion aussi, hein, vous avez le chakra émotionnel. Ensuite, on remonte à des chakras cérébraux, intellectuels. Vous avez le chakra, oui, effectivement, entre les deux yeux, à peu près. Donc ça, c'est le chakra de l'intelligence, de la clairvoyance, de la rationalité. Et enfin, on va bien compter, il y en a 7, vous avez le chakra de la fontanelle, en haut de la tête. C'est là où, paraît-il, il y aurait un cordon d'argent. On a le cordon ombilical quand on meurt, on aurait un cordon d'argent. Dès qu'on va dans l'au-delà, on doit couper ce cordon d'argent qui serait localisé, d'après les mystiques, au niveau de la fontanelle, au haut du crâne. Le chakra supérieur, c'est le chakra de la spiritualité, du mysticisme, de l'élévation vers le divin. Donc il y a une sorte de hiérarchie, mais tous les chakras ont une grande valeur. Et le but d'ailleurs du yoga de la Kundalini, c'est de nous apprendre à faire monter et descendre l'énergie, à faire circuler l'énergie, un peu comme dans le taoïsme, hein, c'est très proche. Les énergies yin et yang, hein, on peut faire un parallèle avec le Tao, puisqu'on est en week-end Tao après tout. D'ailleurs, la thèse consiste à dire que la pensée indienne est plus ancienne que la pensée chinoise, certainement, et que le taoïsme s'est peut-être inspiré, très lointaine, de ces doctrines indiennes, les ayant un petit peu, on va dire, adaptées à la pensée chinoise, plus pragmatique, moins mystique. Voilà. C'est moins mystique le taoïsme, mais moins mystique que l'hindouisme. Et donc le but, c'est de, en quelque sorte, j'aime bien cette expression, il faut spiritualiser la sexualité et puis sexualiser la spiritualité. On reverra ça dans le tantrisme sexuel notamment. Il faut finalement vivifier les chakras supérieurs par les chakras inférieurs, faire monter l'énergie sexuelle vers le cerveau, ça donnera les pensées plus inspirées, les pensées intuitives, extraordinaires, les grands penseurs,
Les grands fondateurs de religion, comme dira Freud, je parle un peu de Freud, là il a une intuition assez juste, ont sublimé leur libido vers des choses extraordinaires. Des grands artistes, hein, Léonard de Vinci, c'est un bon exemple peut-être de yoga implicite. C'est pas de yoga évidemment, mais implicitement il a réussi certainement à faire monter son énergie sexuelle vers les centres de créativité, vers le cerveau. Voilà. Donc il faut effectivement rendre le cerveau plus vivant, le décérébraliser, le sexualiser en quelque sorte, et il faut spiritualiser le sexe, pour ne pas être au niveau de la bête, simplement dans la reproduction, donc à travers des techniques, des massages d'ailleurs, les fameux massages ayurvédiques, ou les massages de Mantak Chia, qui est un Thaïlandais qui a fait fortune aux États-Unis à travers un système de massage qui guérit de maladies graves aussi. Massage pour tous les chakras, y compris donc les chakras inférieurs, donc le massage sexuel. D'ailleurs, petite parenthèse, les massages dits sexuels sont des massages thérapeutiques à la base. Mais malheureusement, l'Occident salit tout un petit peu. Bon, enfin, donc c'est l'industrie du sexe qui a récupéré effectivement ces fameux massages qui sont thérapeutiques et qui font du bien thérapeutique, sur un plan thérapeutique. C'est pas uniquement le plaisir sexuel, mais évidemment l'industrie du tourisme sexuel a surtout le côté volupté en avant, en oubliant que c'était à la base des massages thérapeutiques très sérieux et qui sont très efficaces. Bon. Donc ça c'est au niveau, je dirais, du yoga de la Kundalini qu'on va retrouver dans le tantrisme. Je précise, là je vais plus parler du tantrisme sexuel, mais il y a plusieurs tantrismes. Hein. Il y a les bonnets rouges et les bonnets jaunes. Les bonnets jaunes, c'est plutôt des ascètes. Hein. Au Tibet, vous avez effectivement le Dalai Lama, c'est les bonnets jaunes. C'est le tantrisme tibétain, qui est une spiritualité. On passe par la voie, en fait il y a deux voies. Il y a la voie de la main droite, qui est la voie ascétique en quelque sorte, entre guillemets. Elle n'est pas que ascétique, mais qui passe quand même par des exercices de concentration, par le renoncement à certains plaisirs, pour les moines par exemple, le renoncement à la sexualité, même si ce n'est pas demandé à tout le monde hein, dans la religion bouddhiste par exemple, mais il y a quand même une forme d'ascétisme. Le régime végétarien par exemple, pas manger de viande, etc., pour respecter la vie, le karma, puisque se réincarner en animal éventuellement, la vache sacrée, etc. Donc tout ce côté ascétique de la pensée indienne, c'est le courant, il faut bien le dire, majoritaire hein, de l'hindouisme, les rituels, les purifications, ce qu'on retrouve dans toutes les religions, les nôtres compris, bon, qui sont plutôt effectivement ce qu'on leur reproche souvent d'être trop ascétiques. Et vous avez le tantrisme, la voie de la main gauche, qui est la voie du tantrisme sexuel, qui n'est pas que sexuel. Le terme tantrisme sexuel, c'est une invention occidentale, c'est un peu trompeur. C'est sexuel et spirituel. C'est simplement une voie, comme l'explique très bien Alan Watt, hein, je pense que c'est un des occidentaux qui l'a le mieux compris, hein, le fameux Alan Watt, dans Nature, Homme et Femme, l'homme et la femme, Nature, Man and Woman. Alan Watt nous rappelle que dans beaucoup de traditions, et pas que dans la tradition indienne, mais c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, on a utilisé depuis toujours le sexe comme voie privilégiée pour atteindre l'illumination spirituelle. L'homme et la femme ont des relations sexuelles, comme on voit d'ailleurs dans les belles photos qu'a sélectionnées Yves. C'est très sensuel. Donc l'homme et la femme vont reproduire en quelque sorte la création du monde, puisque pour créer le monde, et c'est très logique je pense dans la pensée indienne, il faut que le dieu et la déesse fassent l'amour. Il faut féconder le monde. Voilà. On peut pas mal parler de ça hier. Donc dans le tantrisme sexuel, tout simplement, la Swamini, la prêtresse, va initier l'homme à son rôle de Shiva. Elle a le rôle de la Shakti. Et comme l'avait rappelé Yves hier, dans la pensée indienne, c'est la femme qui est le principe initiateur, qui va initier la relation sexuelle. C'est en général une femme qui va être la prêtresse du tantrisme sexuel. Ça peut être des hommes, mais en général c'est des femmes. Il y a un très beau livre, hein, si ça vous intéresse, moi, je vous le recommande, de Daniel Audier, qui s'appelle tout simplement... Alors je passe un peu à la troisième partie, qui sera d'ailleurs le pont avec... Sabine. Non, mais c'est pas grave, de toute façon je ne veux pas être trop long, il faut qu'il y ait des débats. Troisième partie, c'est le côté développement personnel. Je veux dire la reprise occidentale de tout ça, avec des erreurs. Freud un peu va lancer les choses, même s'il ne va pas assumer, parce qu'il ne va jamais s'intéresser à la pensée orientale, il est très ethnocentrique, hein, c'est ce qu'on peut lui reprocher. Jung va étendre hein, les choses, je parle un peu de Jung et Evo. Il va écrire Malaise dans la civilisation, ça part bien, il dit que tout va mal en Occident parce qu'on est dans la frustration amoureuse et sexuelle. C'est pas que sexuel, hein, on a été injuste avec Freud, c'est une frustration amoureuse. On ne s'aime pas assez en Occident,
on a trop de lois, on a trop d'interdits, voilà, il y a des pesanteurs, des refoulements, etc. Voilà. Les complexes d'Oedipe, les familles bourgeoises coincées, etc. sont l'époque, d'où d'ailleurs la psychanalyse, la nécessité de la psychanalyse. Donc c'est tout ce qu'il dit dans Malaise dans la civilisation. Je suis absolument d'accord avec le constat, simplement je trouve que ça manque de solutions. Ouais. Les solutions seront apportées plutôt par ses disciples, notamment Jung et d'autres. Puisque Jung, finalement, lui, va être un peu l'initiateur, un des grands initiateurs de la conquête spirituelle de l'Orient pour les Occidentaux, avec son livre extraordinaire, Yoga de la Kundalini. Il va écrire aussi un livre sur le Yiking, ça c'est plus du côté de la pensée chinoise, on en avait parlé, je crois, l'année dernière d'ailleurs. On avait une chinoise avec nous qui s'intéressait beaucoup au Tao, qui était taoïste, néo-taoïste. Et donc Jung va s'intéresser vraiment à l'Orient en disant que l'Orient, la philosophie orientale, n'est pas seulement une connaissance intéressante, c'est le cas, mais c'est une thérapie. Il voit finalement le trésor thérapeutique de la pensée orientale, du bouddhisme notamment, du tantrisme et surtout d'ailleurs du tantrisme sexuel. Là on est carrément dans la thérapie par la sexualité, qui est de toute façon une thérapie naturelle, hein. Vous n'êtes pas obligé de vous dire tantrique et voilà ça fait du bien, c'est bien aussi pour la santé, la longévité, etc. Donc Jung va exploiter effectivement ce filon, si je peux dire, et c'est là d'ailleurs qu'il va se séparer de Freud, hein, puisque Freud dira tu es dans le charlatanisme, tu es à la limite du charlatanisme, c'est pas scientifique tout ça, c'est du mysticisme, voilà, le mot qui dénigre à l'époque, du XXe siècle, tu es un mystique, c'est pas sérieux pour un psychiatre, un scientifique, voilà. Les préjugés scientistes de Freud, dommage parce qu'il avait de bonnes intuitions, et ça l'a un peu limité. Je vais parler d'une femme aussi, qui a été un peu l'initiatrice finalement de la pensée tibétaine, de la culture tibétaine et du tantrisme aussi, himalayen, qu'elle va découvrir. Bon, elle ne va pas trop en parler parce que voilà, il est plus pudique, je pense, que Daniel Audier. Et puis elle est plus quand même dans le bouddhisme tibétain classique, hein, plus axé sur la parapsychologie, sur transmission de pensée. C'est ça qui va l'intéresser. Hein. Elle a écrit Mes aventures au Tibet, un tas de livres. Hein, bon, ce sont des témoignages, un peu comme Audier. Voilà. Elle s'appelle, oui je vais la nommer, Alexandra David Néel. Enfin, donc pour terminer, je dirais que nous autres occidentaux, nous sommes vraiment un peu décevants parfois. Pas tous, hein. Vous êtes là pour la pensée indienne. Mais en Occident, on a toujours une vision, par rapport à la sexualité, puisque c'était central par rapport à mon exposé d'aujourd'hui, une vision, je dirais, soit on va le salir, on va dire que c'est mauvais, comme certaines dérives de la religion. Je dis dérives, hein, c'est pas l'enseignement originel des religions, notamment le catholicisme, qui va diaboliser Augustin. Hein, Augustin, il fait une erreur terrible de diaboliser en quelque sorte le sexe. Ou alors on va en rigoler, le prendre à la plaisanterie, comme dans les comédies françaises, ça fait rigoler, mais le sexe c'est quand même quelque chose de sérieux. Voilà. Il ne faut ni le diaboliser, ni en rigoler excessivement. Il faut le prendre au sérieux, mais sans le dramatiser non plus, bien sûr. Et y voir finalement un chemin. Il y a plusieurs chemins, hein. Toutes les routes mènent à Rome, toutes les routes mènent au Nirvana, enfin plusieurs routes, pas toutes certainement, mais beaucoup de routes mènent au Nirvana. Mais c'est une voie intéressante, surtout peut-être, et là je terminerai par Krishnamurti,